Chaque année, des milliards de mètres carrés de plaquage sont produits dans le monde. Un matériau aussi fin qu'un pétale, qui recèle la force et la beauté de forêts entières. Imaginez, à partir d'une seule grume, on peut obtenir une surface suffisante pour recouvrir un terrain de football. C'est pourquoi cette industrie pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais que se cache-t-il derrière ce chiffre? Comment un simple arbre passe-t-il par des cures thermales, des tunnels de feu et une rencontre avec des lames aussi tranchantes qu'un scalpel pour devenir un meuble de luxe? Et quelle découverte cachée vous fera voir à jamais cette fine bande de bois d'un autre œil? Regardez attentivement. À la fin, vous découvrirez un secret que presque personne ne soupçonne. N'importe quel arbre ne convient pas à la production de plaquage. Il faut des arbres parfaitement droits, hauts, avec un grand diamètre de tronc, et surtout sans nœuds, fissures ou autres défauts sur une hauteur considérable. Chaque nœud est une cicatrice qui briserait le motif parfait. C'est pourquoi, pour le plaquage, on choisit les plus beaux spécimens de chêne, de frêne, d'érable, de noyer, de cerisier et d'autres essences précieuses. Lorsqu'une telle grume parfaite arrive à l'usine, elle n'est pas immédiatement envoyée sous la lame. Elle a rendez-vous dans un spa industriel. Les grumes sont immergées dans d'immenses bassins d'eau chaude ou placées dans des chambres spéciales où l'on injecte de la vapeur chaude. Ce n'est pas pour la propreté. Ce processus, qui dure de quelques heures à plusieurs jours à une température d'environ 100 degrés Celsius, accomplit deux choses importantes. Il ramollit le bois, le rendant plus plastique et plus docile pour la coupe, et il modifie sa couleur, la rendant plus riche et uniforme. Après ce bain chaud, on écorce la grume. Une machine spéciale retire l'enveloppe extérieure rugueuse, mettant à nu le tronc pur. Et c'est là que commence le moment le plus crucial avant le grand spectacle, le centrage. La grume est fixée dans une machine et l'opérateur, à l'aide de laser, trouve son axe de rotation idéal. C'est d'une importance capitale. Un centrage correct permet d'obtenir la quantité maximale de plaquage de qualité et le plus beau motif. Et c'est alors que la grume, étuvée, écorcée et parfaitement centrée, est prête pour sa rencontre avec la lame. Il existe deux méthodes principales pour transformer une grume en fine feuille, et elles sont radicalement différentes. La première, la plus courante pour la production de masse, s'appelle le déroulage. Imaginez un crayon géant dans un taille-crayon titanesque. La grume se met à tourner sur son axe, et un très long couteau, affûté comme une lame de rasoir et long comme la grume elle-même, s'approche lentement. Le couteau pénètre dans le bois en rotation et commence à en découper une bande de plaquage continue et large, d'une épaisseur de seulement 1,5 à 3 mm. C'est comme si on déroulait un rouleau d'essuie-tout. De la machine sort une feuille infinie, humide et flexible, qui est ensuite découpée en morceaux de la taille souhaitée. Cette méthode est très productive, mais elle donne un motif caractéristique et un peu aléatoire, qui n'est pas toujours apprécié dans les meubles de luxe. La seconde méthode, utilisée pour obtenir le plus beau plaquage décoratif, s'appelle le tranchage. Ce n'est plus un taille-crayon, mais la plus grande trancheuse à fromage du monde. Ici, la grume, ou une partie de celle-ci sciée en billon, est solidement fixée sur une plateforme mobile. Et au-dessus, ou sur le côté, se trouve un couteau massif et affûté. La plateforme avec le bois se déplace d'avant en arrière ou de haut en bas, et à chaque passage, le couteau découpe une seule et unique feuille de plaquage, parfaitement plate. C'est un processus plus lent et moins productif, mais c'est lui qui permet d'obtenir ce motif noble, linéaire ou figuré,
que nous apprécions tant dans les meubles de luxe. Selon la manière dont la grume a été sciée avant le tranchage, on peut obtenir différents types de motifs. Une coupe sur quartier, radiale, ou sur dos, tangentielle, qui imite le dessin d'une planche massive. Le plaquage fraîchement découpé, quelle que soit la méthode, est appelé verre. Il est très humide, flexible comme du papier mouillé, et se déchire facilement. Il faut le sécher. Les bandes ou feuilles de plaquage sont délicatement acheminées vers une longue chambre de séchage. C'est comme un gigantesque four-tunnel, à l'intérieur duquel le plaquage se déplace lentement sur un convoyeur à rouleau ou à maille. De l'air chaud y circule, enlevant très délicatement et uniformément l'humidité. Le processus est rigoureusement contrôlé, car un séchage trop rapide ferait craquer ou gondoler le plaquage. En quelques minutes, la feuille humide et molle se transforme en un matériau sec, un peu cassant, mais stable. Après séchage, les feuilles de plaquage ont des bords irréguliers. On les empile en haute liasse et on les envoie sous une guillotine géante. Une lame affûtée s'abat avec force et, d'un seul coup, coupe les irrégularités, créant des bords parfaitement droits. Maintenant, les feuilles sont prêtes pour l'étape la plus importante, où ce ne sont plus les machines qui travaillent, mais des personnes à l'œil exercé. C'est le tri. Des spécialistes examinent attentivement chaque feuille, évaluant sa couleur, son motif, la présence de défauts, et les classent en paquets selon leur catégorie. C'est un travail très méticuleux, car c'est de lui que dépendent le prix et la destination du plaquage. Mais les feuilles de plaquage individuelles sont souvent trop étroites pour fabriquer, par exemple, un plateau de table. Il faut donc les assembler en une seule grande laise. Ce processus s'appelle l'assemblage ou le jointage. Deux feuilles au bord parfaitement droits sont introduites dans une machine spéciale. Elle les presse fermement l'une contre l'autre, et un mécanisme spécial les assemble. Il peut s'agir d'un fin fil de colle appliqué en zigzag, ou d'une bande de papier gommé. Le résultat est une grande feuille de plaquage continu, prête à être collée sur un support. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de l'arbre majestueux dans la forêt, en passant par un bain chaud, une lame affûtée comme un scalpel et le tunnel de feu d'un séchoir, naît ce matériau fin comme un pétale, qui porte en lui toute la beauté, l'histoire et le caractère unique de la forêt, prête à offrir un morceau de celle-ci à nos foyers. Le marché mondial du plaquage est une industrie gigantesque qui pèse plus de 40 milliards de dollars par an. Mais le chiffre le plus important et le plus vertigineux derrière le plaquage, c'est son rendement. Prenez une grande grume de noyer américain de qualité, longue de plusieurs mètres et d'environ 1 mètre de diamètre. Si on l'assied simplement en planche, on pourrait en faire, disons, une grande table et quelques chaises. Maintenant, attention. Si l'on transforme cette même grume en plaquage de 0,6 mm d'épaisseur, on peut en obtenir entre 1000 et 3000 mètres carrés de surface unique. Pour que vous compreniez, c'est assez pour recouvrir la quasi-totalité d'un terrain de football, avec une seule et unique grume. L'utilisation du plaquage réduit le besoin d'abattre des arbres d'essence précieuse de 98% par rapport à la fabrication de meubles en bois massif. Autrement dit, au lieu d'abattre 20 arbres pour fabriquer 20 tables, nous pouvons abattre un seul arbre parfait et laisser les 19 autres continuer à pousser dans la forêt. Cela fait du plaquage l'une des manières les plus éco-responsables d'utiliser le bois. Donc ces milliards de dollars
Ce ne sont pas juste de l'argent. C'est la preuve que la beauté et la rationalité peuvent aller de pair, nous permettant de profiter des motifs uniques de la nature sans lui infliger de dommages irréparables. Vous n'imaginez pas à quel point la fabrication des câbles d'acier pour les ponts est un processus fascinant et impressionnant. J'ai récemment eu la chance de visiter l'une de ces usines, et c'était une véritable célébration du génie et de la perfection technologique. Imaginez-vous, vous êtes dans un immense atelier, où l'air est empli des sons du métal, d'énormes bobines de fils d'acier qui, tels des serpents gigantesques, se déroulent et s'entrelacent pour former des câbles incroyablement résistants, capables de supporter le poids de ponts entiers. Ce ne sont pas de simples fils, mais de véritables artères qui incarnent la force et la fiabilité, sans lesquelles les constructions modernes ne pourraient exister. Tout commence par le choix de la matière première, un fil d'acier de haute qualité, qui doit posséder une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Ces fils passent par un processus de tréfilage à froid où d'épaisses barres d'acier sont étirées à travers des filières spéciales, réduisant progressivement leur diamètre pour en faire des brins fins, mais extrêmement solides. Ce processus ne se contente pas d'affiner le fil. Il améliore ses propriétés mécaniques, le rendant résistant à la rupture et à la fatigue. Imaginez que chaque mètre de ce fil peut supporter des charges énormes, tout en restant souple et élastique. Une fois le fil prêt, le plus intéressant commence, la formation du câble d'acier. Des dizaines et parfois des centaines de ces brins sont d'abord toronnés, puis tressés en structures complexes qui assurent une résistance et une durabilité maximale. Chaque couche de fil a sa fonction. Les brins intérieurs supportent la charge principale, tandis que les brins extérieurs protègent de l'usure et de la corrosion. L'ensemble du processus ressemble à la création d'un tissu vivant, où chaque fil est une fibre distincte qui, ensemble, forment un tout solide et fiable. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est la précision et le contrôle avec lesquels ces câbles sont fabriqués. Chaque étape est accompagnée de tests rigoureux. On vérifie la résistance à la rupture, la résistance à la flexion et l'impact des conditions météorologiques. Les tests sont effectués à l'aide d'équipements spéciaux qui simulent les contraintes que le câble subira lors de son exploitation sur un pont. Ce n'est qu'après avoir passé tous les tests que les câbles reçoivent le feu vert pour être utilisés dans la construction. Un autre moment fascinant est l'application des revêtements de protection. Les câbles d'acier sont recouverts de couches anticorrosion spéciales qui leur permettent de résister à des années d'exposition à l'humidité, au sel et aux ultraviolets. C'est extrêmement important, car les ponts sont souvent situés dans des environnements humides ou dans des zones au climat agressif. Grâce à ces revêtements, les câbles non seulement conservent leur résistance, mais prolongent également la durée de vie du pont, garantissant sécurité et fiabilité. Imaginez l'ampleur de la production. Des usines capables de fabriquer des milliers de tonnes de câbles d'acier par an, déroulant et tressant des centaines de kilomètres de fil. Les fabricants américains, par exemple, ont des décennies d'expérience et appliquent les technologies les plus modernes, ce qui leur permet de créer des câbles pour les ponts les plus célèbres du monde. On sait que l'entreprise American Bridge a posé plus d'un demi-million de miles de câbles d'acier pour des ponts suspendus, un véritable record qui témoigne de l'ampleur et de l'importance de cette industrie. Un autre aspect qui m'a frappé,
C'est le rôle des ingénieurs et des technologues qui améliorent constamment les processus de production. Ils travaillent à rendre les câbles encore plus solides, plus légers et plus résistants aux charges extrêmes. L'utilisation de nouveaux alliages, l'amélioration des méthodes de toronnage et de revêtement, tout cela fait des câbles d'acier modernes de véritables chefs-d'œuvre de l'ingénierie. Pendant ma visite, j'ai vu d'énormes bobines de fil d'acier se déplacer en douceur sur des convoyeurs. Le fil passait par le tréfilage à froid et les artisans contrôlaient chaque centimètre de ce processus. C'était comme assister à la naissance d'un être vivant, qui deviendra bientôt une partie d'une structure grandiose, supportant des centaines de tonnes et résistant à toutes les épreuves du temps et des éléments. Les fabricants américains, comme l'American Bridge Company, ont une immense expérience dans la fabrication de câbles d'acier pour les plus grands et les plus célèbres ponts du pays. Ils produisent des milliers de tonnes de câbles chaque année, en utilisant des technologies modernes et un contrôle qualité rigoureux. On sait que pour les ponts suspendus, on utilise des câbles à structure multicouche capables de supporter des charges de plusieurs centaines de tonnes par pouce carré. Lors de la construction du pont de Brooklyn, par exemple, chacun des câbles principaux était composé de 19 torons distincts, et chaque toron de 278 fils. Cela assurait une marge de sécurité énorme, permettant au pont de supporter non seulement le poids de sa propre structure, mais aussi le trafic et l'impact des éléments. Cette approche reste d'actualité aujourd'hui. Les câbles d'acier modernes pour pont sont fabriqués en tenant compte de multiples marges de sécurité et de fiabilité. La production de câbles d'acier aux États-Unis est une combinaison de tradition et d'innovation, où le savoir-faire des ingénieurs et des technologues est complété par des lignes automatisées et des équipements modernes. Chaque étape, du choix de la matière première à l'application des revêtements de protection, est contrôlée avec la plus grande attention, car la sécurité de milliers de personnes qui empruntent les ponts chaque jour en dépend. Quant aux entreprises européennes, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France, l'Italie, ainsi qu'en Ukraine, en Roumanie et en Pologne, elles jouent un rôle crucial dans la fourniture de câbles d'acier pour la construction de ponts de toute taille, des passerelles piétonnes urbaines aux immenses ponts suspendus et à haubans. Le processus de production commence avec un fil d'acier de haute qualité qui subit un contrôle strict de sa composition chimique et de ses propriétés mécaniques. En Europe, la production est souvent réglementée par les normes DIN et EN, ce qui garantit la conformité des produits aux exigences techniques les plus élevées. Ces normes définissent les paramètres du matériau, la construction des câbles, le type de câblage, le degré de torsion et même le type de revêtement de surface des fils, ce qui permet d'adapter le produit à des conditions d'exploitation spécifiques. Les ponts modernes sont l'aboutissement de millénaires d'évolution de la pensée technique, où se marient tradition, innovation et matériaux de pointe. Ils ne se contentent pas de relier des rives, mais deviennent des symboles de ville, des monuments culturels et des chefs-d'œuvre techniques qui frappent l'imagination et inspirent de nouvelles générations d'ingénieurs. Parmi les merveilles de l'ingénierie moderne, on peut citer la roue de Falkirk en Écosse, un ascenseur à bateau rotatif unique qui relie deux canaux et permet de soulever les bateaux à 180 degrés. Cet ouvrage n'est pas seulement fonctionnel, il impressionne aussi par son design futuriste. Les ponts suspendus, comme le Golden Gate à San Francisco, illustrent l'utilisation de câbles d'acier qui supportent des charges énormes et assurent la longévité des structures. Chaque année, dans le monde, plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont coulées. Mais seule une infime partie de cette masse se transforme en véritables géants.
Des arbres de transmission longs comme un bus et lourds comme un char d'assaut, capables de faire tourner des turbines, de propulser des navires et de résister aux assauts des éléments. On ne les emboutit pas, on les forge, on les trempe et on les polit avec une précision au dixième de millimètre près. C'est une histoire de puissance, de feu et d'acier domptée par l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas dans le processus. Il y a un détail qui n'est mentionné dans aucune fiche technique. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi même l'acier le plus résistant finit parfois par céder. Tout ne commence pas sur une machine-outil, mais dans un atelier de fusion, là où le métal n'est pas encore de l'acier, mais juste une idée, une lueur ardente au-dessus des creusets. Les arbres pour turbines ou hélices ne sont pas faits de n'importe quoi, mais uniquement d'acier allié à haute résistance, où tout est calculé. Le nickel pour la ténacité, le chrome pour la solidité, le molybdène, pour qu'il ne frémisse même pas sous des rotations folles. Le métal est chargé dans le four, chauffé à 1600 degrés Celsius, et il fond, lourd, dense comme du magma. Toutes les impuretés, scories, gaz, microdébris, sont impérativement éliminées. Après la fusion, le métal est coulé dans des moules. Mais ce n'est pas encore la pièce finie, juste un lingot, épais, brut, comme une billette qui pèse parfois de 20 à 100 tonnes, selon sa future destination. Cette ébauche retourne au feu. Elle est chauffée dans un four de forge à une température d'environ 1250 degrés, jusqu'à ce que l'acier devienne d'un jaune éclatant, presque blanc, mais pas encore liquide. Dans cet état, il est malléable comme une pâte fraîche, mais son poids, lui, ne disparaît pas. Plusieurs dizaines de tonnes de masse incandescente que l'on ne peut pas pousser avec une pelle. La future ébauche est extraite par un pont roulant et la préparation au forgeage commence. Et c'est alors que le futur arbre se retrouve sous une presse hydraulique. Une presse de 20 000 tonnes de pression, parfois même plus. Sous la presse, la masse commence à s'étirer, à se compacter, à passer d'un simple lingot à une forme fonctionnelle. Les ouvriers surveillant la température, les axes, les fissures qui pourraient anéantir toute la pièce. Ici, personne ne se presse. Le temps et la force doivent travailler de concert. Chaque compression est un jeu avec la plasticité. La presse réorganise la structure granulaire de l'acier, la renforce le long de l'axe, lui ajoute de la ténacité, de l'endurance. Car cet arbre ira ensuite dans une turbine qui fonctionne sous des charges allant jusqu'à 600 tours par minute et un vent de plus de 90 km/h, ou sur une hélice qui doit propulser un navire à travers les tempêtes. Quand l'arbre est déjà forgé et a un peu refroidi, commence l'étape sans laquelle il ne résistera pas au vent, ne supportera pas le couple de l'hélice, ne survivra pas aux charges de torsion. Il faut le tremper. Chaque arbre représente des dizaines de tonnes d'acier, et la température en son cœur baisse plus lentement qu'à l'extérieur. C'est pourquoi on le réchauffe d'abord entièrement à nouveau, jusqu'à près de 1000 degrés, parfois plus, selon la nuance de l'acier. C'est l'austénitisation. La structure du réseau cristallin change. L'acier devient plus homogène, prêt à encaisser les chocs et les charges à venir. Ce réchauffage dure des heures, parfois plus d'une journée. La température est maintenue stable dans des fours plus grands qu'un garage de bus, avec un pupitre de commande qui ressemble davantage à la salle de contrôle d'un réacteur. Là, on contrôle chaque degré, car en cas de surchauffe ou de saut de température, l'arbre se déformera et il n'ira ni dans une turbine, ni sur un navire. Après le chauffage, la trempe. Un refroidissement brutal. L'arbre géant est soulevé par des grues
et des chaînes au-dessus d'un bain d'eau ou d'huile, et parfois de solutions polymères. Le métal, chauffé à blanc, plonge en sifflant dans le bain. De la vapeur s'échappe de la surface, et le bruit est tel qu'on ne survivrait pas sans bouchon d'oreille. La température chute de 900 à 100 degrés en quelques minutes, et tout change dans l'acier. Une structure martensitique apparaît, dure comme l'os, prête à encaisser la charge. Mais elle est fragile. Et pour supprimer cette rigidité excessive, on procède ensuite au revenu de l'arbre. C'est l'étape suivante. Une température d'environ 550 degrés, parfois plus. Ici, la structure se stabilise, les tensions diminuent, l'âme du métal s'apaise. Ce processus se déroule lentement, jusqu'à 24 heures, selon les dimensions. L'arbre se transforme progressivement en un équilibre de solidité et de plasticité, en un véritable muscle de métal. Après le traitement thermique, l'arbre est déjà une force. Mais une force brute, pas encore domptée. À l'extérieur, il est noir, couvert de calamine. Sa surface ressemble à la peau d'un dragon. Irrégulière, avec de petites cavités par endroits. Des éclats de brillance ici, des traces de suie là. On ne peut pas le monter tel quel dans une turbine ou sur une hélice. Il faut l'amener à la précision, à un éclat de miroir, au micron près. On commence par un usinage grossier. L'énorme arbre, qui pèse autant qu'un char, est placé sur un centre de tournage-fraisage. Mais pas n'importe lequel. Ici, la machine ressemble plus à une structure souterraine. Un bâti avec un guide massif, un chariot de la taille d'une armoire, un mandrin qui fait tourner des pièces de plusieurs dizaines de tonnes. Et quand ce chariot touche le métal, des étincelles jaillissent, des copeaux volent, et le bruit est tel qu'on l'entend jusqu'au toit. On ne polit pas qu'une seule fois. Après le tournage grossier, vient le fraisage des zones d'ajustement, des trous pour les clavettes, des brides, des rainures. Ici, on ne mesure pas à l'œil nu. Des lasers, des scanners 3D, des micromètres, des capteurs spéciaux qui détectent des écarts de l'ordre du dixième de millimètre. Quand la forme est déjà définie, vient le plus délicat, le polissage de finition. La surface est frottée jusqu'à ce qu'elle commence à briller comme du mercure. Des cylindres abrasifs tournent à grande vitesse, avec un système de refroidissement. Pendant le travail, la température atteint encore 150 degrés, mais elle est contrôlée, dans des limites qui ne perturberont pas la structure. Parfois, selon les exigences du client, on ajoute un rechargement laser ou un chromage pour protéger de la corrosion ou de l'usure. C'est particulièrement important pour les arbres marins, car là-bas, le sel, l'humidité, la pression ne pardonnent pas la rouille. À la fin, l'arbre subit un équilibrage dynamique. On le fait tourner à haute vitesse, 600 ou 800 tours par minute, selon le modèle. Des capteurs enregistrent les micro-vibrations et des spécialistes ajoutent ou enlèvent des grammes de métal là où c'est nécessaire. Pour qu'en service, l'arbre file droit comme une flèche, sans battement, sans vibration. Au final, ce qui n'était il y a quelques semaines qu'un morceau de métal incandescent est maintenant un axe de rotation parfaitement ajusté qui ira dans une éolienne, dans le propulseur d'un navire ou dans un géant industriel. Lisse, miroitant, avec un poinçon de qualité et un numéro de série, il attend son voyage vers la mer, la steppe, ou là où une force de rotation précise est requise. L'arbre est prêt. Il brille, pèse plusieurs dizaines de tonnes et est long comme un bus de ville. Mais il faut encore le livrer là où il deviendra le cœur d'une turbine ou l'hélice d'un navire. Pour cela, on fait appel à l'artillerie lourde,
des plateformes à 12 ou 20 essieux, une grue de 300 tonnes, une escorte, une autorisation de circulation et même le démontage de lignes électriques. L'arbre est arrimé avec des chaînes tendues, comme sur un char, car le moindre déplacement, et ce sont des millions de dégâts. Il avance lentement, avec des gyrophares, parfois la nuit, pour ne pas bloquer les routes. Sur place, le levage, centimètre par centimètre, car le châssis attend déjà. Le montage, c'est de la précision. Tout doit coïncider au micron près, car une telle masse ne donne pas de seconde chance. Et voilà, l'arbre est en place. Mais dès que la turbine sera lancée, il commencera à faire tourner le monde. Chaque année dans le monde, plus de 2000 missiles de croisière sont lancés. Mais un seul peut voler à 50 mètres d'altitude, se faufiler sous les radars, parcourir plus de 1600 km et frapper sa cible avec une précision chirurgicale. Son nom? Tomahawk. Mais comment conçoit-on une machine de mort qui pense, voit, décide et ne se trompe jamais? Aujourd'hui, on va entrer dans les laboratoires et les ateliers de pointe où naît chaque composant de ce missile. Et si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras un secret que même les manuels militaires ne racontent pas. Et toi, tu sais si ton pays fabrique des missiles de croisière? Écris-le en commentaire. La conception du Tomahawk, c'est une symphonie de formules, de vecteurs et de calculs. Les ingénieurs ne dessinent pas juste un fuselage. Ils résolvent des équations qui doivent traverser l'air au centimètre près. Chaque surface, chaque courbe, chaque ouverture de tuyère est modélisée dans des logiciels de conception assistés par ordinateur, testés en simulation aérodynamique. Objectif: créer un corps capable de parcourir plus de 1600 km, tout en restant presque invisible au radar, et parfaitement stable à 30 ou 50 mètres du sol. Ce n'est pas juste un missile, c'est un petit avion de reconnaissance, en mission suicide. Dans les simulateurs numériques, on teste la force du vent, la résistance à 880 km/h, l'effet de la pluie, de la poussière, du sel marin. On vérifie même comment la navigation réagit en cas de brouillage ou de redémarrage du système embarqué. Une seule erreur, et au lieu de toucher sa cible, le missile frappe une grange au milieu de nulle part. Toutes les pièces, fuselage, électronique, cœur du système, tiennent dans un cylindre de presque 6 mètres de long et un demi-mètre de diamètre. C'est un art à part entière, emballer la mort, avec élégance. Ce n'est qu'après des dizaines de simulations et de lancements virtuels que la fusée passe à la fabrication réelle. Les plans sont alors transmis aux usines, avec équipement de précision et climat strictement contrôlé. Pas le droit à la moindre fissure, ni même un micron de trop. Le corps du missile, un tube de plus de 5 mètres et demi de long, un peu plus d'un demi-mètre de large, est assemblé par section, à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité, parfois enrichis de titane. C'est une structure aérodynamique parfaitement calibrée, conçue pour résister aux vibrations, à la pression de l'air, aux changements de température et même aux explosions proches. Les pièces sont découpées au laser ou par jet d'eau avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Ensuite vient la mise en forme. D'énormes presses hydrauliques plient le métal comme s'il était du tissu. La soudure se fait dans une atmosphère inerte, souvent par des bras robotisés, pour éviter toute particule d'oxygène ou de poussière. Tout se déroule dans des cabines isolées, à température et humidité parfaitement stables. Les techniciens contrôlent chaque heure les micro-fissures par ultrasons, polissent les jonctions,
applique des revêtements anti-corrosion. Même l'inscription Tomahawk est posée à ce stade, non pas pour faire joli, mais pour marquer le numéro de version, de lot, l'historique du missile. Le moteur? Un turboréacteur compact, le Williams F-107, semblable à celui d'un petit avion, mais conçu pour une précision extrême et une manœuvrabilité hors norme. Pour le construire, il faut des matériaux capables de résister à 1000 degrés Celsius et des machines opérant au millimètre près. Les pales de turbine sont faites d'alliage de nickel, dans une forme qui tient plus de la sculpture que de la pièce industrielle. Elles sont moulées en fonderie de précision, puis polies jusqu'au miroir, pour minimiser la résistance de l'air. Le compresseur et la chambre de combustion sont une mosaïque complexe. Bagues, joints, carters. Chaque pièce est testée pour son étanchéité, car un minuscule défaut, et le missile ne décolle même pas. La tuyère est en alliage thermorésistant, conçu pour supporter les flammes, sans se déformer. Sa forme est calculée pour offrir un maximum de poussée, avec un minimum de carburant. Le montage du moteur se fait en salle blanche, comme en laboratoire. Technicien en combinaison stérile, température contrôlée, humidité stable, chaque geste est mesuré. Une fois monté, chaque moteur est testé individuellement dans une chambre spéciale. On y injecte du carburant aéronautique, on lance la séquence et le moteur simule un vrai vol, sauf qu'il reste fixé sur une dalle bardée de capteurs. Les tests durent plusieurs heures. On contrôle la stabilité des tours, la température de la tuyère, la consommation de carburant, les vibrations, même le bruit. Car oui, le son pourrait trahir la position du missile en vol. Et seulement lorsque le moteur a chanté en hangar, on l'installe dans le corps du Tomahawk. C'est comme si on lui insufflait la vie, chaude, bruyante, mais maîtrisée à la goutte près. Le fuselage est prêt, le moteur en place. Mais le missile, lui, n'est pas encore vivant. Il ne sait encore rien. Il faut l'éveiller. À l'intérieur, un véritable cerveau. Microprocesseur, capteur, antenne, mémoire. Lorsqu'on l'assemble, tout ça est silencieux. Mais dès qu'elle reçoit sa première impulsion électrique, la machine se réveille. Sa navigation est un ensemble de systèmes combinés. Des capteurs inertiels gardent le cap, même en cas de coupure totale. Le système de géolocalisation corrige la trajectoire sur des centaines de kilomètres. Mais surtout, elle voit. Des caméras analysent le relief. Chaque colline, ravin, pont est comparée à la carte en mémoire. S'il y a une forêt là où il devrait y avoir un champ, elle comprend que quelque chose cloche. Et elle décide. Le système de pilotage, c'est un réseau nerveux. Souple, réactif, précis. Les petits gouvernes et stabilisateurs ajustent chaque angle, chaque montée. Ils ne voient qu'elle, pas la route. Mais ils savent comment voler, comme un funambule dans le noir, sans filet. Et enfin, le plus important. Ce qui transforme un bijou d'ingénierie en arme, sa charge explosive. À l'extérieur, un simple cylindre. Mais à l'intérieur, un explosif capable de percer du béton, de détruire des blindés, de pulvériser des abris. On le fabrique à part, en environnement stérile. Aucune étincelle, aucun électron libre. Tout est froid, calme, maîtrisé. Ici, on ne corrige pas les erreurs. On les empêche. Avant l'assemblage final, chaque composant est contrôlé. Rayon X, vibration, électronique. Puis vient le montage. Silencieux. Lent. Comme si quelqu'un assemblait une vieille horloge qui ne sonnera qu'une seule fois. Et quand tout est prêt,
Le missile repose dans son conteneur. Il ne clignote pas. Il ne fait pas de bruit. Il attend. Son vol est encore à venir. Mais lui est déjà prêt. Chaque jour dans le monde, des milliers de kilomètres de tuyaux en acier sont posés, sous la terre, les océans et les déserts. Mais comment crée-t-on un tuyau capable de supporter 1000 atmosphères de pression, 3000 degrés de chaleur et de ne pas rouiller pendant des décennies? Ce n'est pas juste un morceau de métal, c'est une merveille de technologie. Des centaines de tonnes d'acier passent par le feu, les chocs, la pression, les ultrasons et même les rayons X avant d'avoir une chance de faire partie d'un gazoduc ou d'un oléoduc. Mais il y a un détail que tout le monde passe sous silence. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment une seule erreur invisible peut coûter des millions ou des vies. La première étape de la fabrication des tuyaux en acier de grand diamètre est la préparation de l'ébauche d'acier, d'où naîtra le futur tuyau. Il peut s'agir d'une tôle d'acier de 20 à 50 mm d'épaisseur, si l'on parle de tuyaux soudés, ou d'une billette ronde massive, pour les tuyaux sans soudure. Dans l'atelier, un bruit sourd, de la chaleur et d'imposants ponts roulants. Les tôles ou les billettes d'acier sont amenées sur la ligne de production et placées sur des rouleaux. S'il s'agit d'une tôle, on la coupe en largeur en tenant compte du futur diamètre du tuyau et des marges pour la soudure. Par exemple, pour un tuyau de 1600 mm de diamètre, la tôle peut mesurer 12 ou 14 mètres de long. Tout est découpé automatiquement par des installations au plasma ou au gaz et les bords sont usinés avec des fraises spéciales pour le chanfreinage, afin que le cordon de soudure soit ensuite parfait. Si l'ébauche n'est pas assez plastique, elle doit d'abord subir un traitement thermique. On chauffe le métal à 1200 degrés pour réduire ses contraintes internes et faciliter le formage. La température dans le four est telle que l'acier luit d'un orange vif, comme du charbon ardent. S'il s'agit de tuyaux sans soudure, on envoie l'ébauche, un cylindre d'acier, au laminage. On la perce d'abord avec un mandrin spécial pour créer une cavité. Puis, on la fait passer entre des cylindres rotatifs qui étirent progressivement les parois et forment le diamètre. Tout cela ressemble à la transformation d'un morceau de fer en un manchon métallique brillant qui respire la chaleur. Pour les tuyaux soudés, on commence par le cintrage de la tôle en forme de tube. C'est soit un cintrage longitudinal sur des rouleaux, soit un enroulement en spirale selon le type. Ici, il est crucial de maintenir une géométrie parfaite. Même quelques millimètres de déformation entraînent des problèmes lors de la soudure ou de l'assemblage. C'est ici que se joue le destin du tuyau. Résistera-t-il à la future pression de 1000 PSI, à un froid de moins 40 degrés et à la corrosion souterraine? Ensuite, on amène dans l'atelier une tôle d'acier qui ressemble à une énorme plaque de lave étalée sur le sol. Elle est épaisse comme une armure, froide et tenace, mais une transformation l'attend. Des rouleaux, tels des doigts de géant, plient lentement cette feuille en un arc. Pas en un seul mouvement, mais pas à pas, avec une précision millimétrique. La machine comprime le métal avec une telle force qu'on l'entend grincer, comme s'il résistait. En quelques minutes, la tôle est déjà un cylindre géant. Il n'est pas encore soudé, il ne tient que par la force du cintrage, mais sa forme est déjà fixée. Un peu comme un livre qui ne se referme plus une fois qu'on l'a plié en son milieu. À l'intérieur du tuyau, un chariot de soudage s'avance. Il commence par l'intérieur. Un arc électrique jaillit, le métal fond, et le cordon de soudure s'étire comme une rivière de lumière incandescente. Puis, un autre chariot s'occupe de l'extérieur.
C'est là que le joint prend forme. La température ici atteint 3000 degrés Celsius. Les étincelles pleuvent en cascade. L'air tremble. Les gens observent de l'extérieur, à travers une vitre de protection, car c'est si éblouissant qu'on pourrait en devenir aveugle. Tout est contrôlé par des automates. La soudure doit être parfaite. Sinon, toute la structure partira au rebut. Quand la soudure est terminée, la partie la plus stressante commence, le contrôle. Tout ce qui semblait parfait de l'extérieur doit maintenant prouver sa force dans des conditions réelles. Car ce tuyau n'est pas destiné à la ventilation d'un toit. Il travaillera à des dizaines de mètres de profondeur, sous une pression de plusieurs centaines d'atmosphères. Et il doit durer des années sans aucun droit à l'erreur. Des spécialistes en combinaison de protection longent lentement le tuyau, l'éclairant avec de puissantes lampes, à la recherche de défauts visuels, fissures, pores, zones non soudées. Puis, les ultrasons entrent en scène. Des capteurs glissent le long du joint et envoient des vibrations dans le métal. S'il y a un vide à l'intérieur, le signal est réfléchi et l'appareil le détecte immédiatement. C'est comme chercher des fantômes dans un corps d'acier. Ensuite, on remplit le tuyau d'eau sous pression, souvent plus de 100 bars, ce qui est bien plus que dans un chauffe-eau ou une bouche d'incendie. On le ferme aux extrémités et on le gonfle jusqu'à ce que les parois s'élargissent visiblement. Si le cordon de soudure a la moindre micro-fissure, l'eau trouvera un chemin vers l'extérieur. Maintenir la pression pendant plusieurs minutes est une condition sine qua non. La moindre fuite et le tuyau est hors jeu. Pour les tuyaux critiques, on ajoute un autre niveau de contrôle, les rayons X. Oui, dans l'industrie, on n'utilise pas les rayons X qu'en médecine. Les rayons traversent le métal et laissent une ombre du joint sur un film. Les ingénieurs l'examinent comme une image d'IRM. Y a-t-il des défauts? La structure est-elle uniforme? La température de soudage n'a-t-elle pas baissé? Et aussi, des scanners laser lisent la forme du tuyau sur toute sa longueur. Le diamètre, l'épaisseur de la paroi, l'ovalisation, tout doit être dans les tolérances. Ce n'est qu'après avoir passé tous ces tests que le tuyau reçoit son marquage et est autorisé à être mis en service. Sans certificat, ce n'est qu'un morceau de métal. Avec, c'est un pilier de l'empire pétrolier et gazier. Après les contrôles, les tuyaux arrivent dans la partie la plus chaude de la production, le traitement thermique. Pour qu'un tuyau ne se fissure pas par grand froid ou ne se déforme pas sous un soleil de plomb, il doit passer par le feu. Tout commence dans un four industriel de plus de 30 mètres de long, où la température peut atteindre 950 degrés. Les tuyaux, longs de 12 ou 14 mètres, entrent sur un chariot réfractaire, comme dans la gueule d'un dragon de métal. À l'intérieur, une chaleur jaune-orangée, un reflet rouge sur les murs, un silence épais et brûlant. Le chauffage dure jusqu'à 2 heures, selon l'épaisseur de la paroi. Ce processus doit être uniforme, sinon une partie deviendra plus molle, une autre plus cassante. La température est surveillée par des thermocouples. Un automate calcule le cycle. Trop vite, et des contraintes internes apparaîtront. Trop lentement, c'est une perte de temps et d'énergie. Après le chauffage, les tuyaux sont sortis du four et amenés à la zone de refroidissement. Des jets d'eau les arrosent d'une douche glacée sous pression, ou bien le tuyau est immergé dans un bain de refroidissement spécial. Le changement de température de 900 à 50 degrés se fait en quelques minutes. Le métal se verrouille, le réseau cristallin se stabilise, la résistance augmente considérablement. Dans certains cas, après la trempe, les tuyaux subissent un revenu. C'est un réchauffement répété, mais doux,
à 300 ou 600 degrés. Cela élimine les contraintes résiduelles, rend le matériau moins fragile et plus plastique. Car le tuyau ne doit pas seulement supporter des charges, mais aussi ne pas se briser en cas de choc ou de déformation. Ensuite, la surface du tuyau est nettoyée jusqu'à obtenir un éclat métallique, après quoi on applique des couches de polymère ou de bitume qui repoussent l'humidité, les produits chimiques et la terre. Le plus souvent, c'est un système à 3 couches, un primaire, une résine époxy et un polyéthylène extérieur. Le revêtement adhère fermement au métal et résiste des décennies sous terre, sans rouille, fissures ou décollement. Chaque minute dans le monde, plus de 20 transformateurs sont mis en service, des plus minuscules aux géants pesant des centaines de tonnes. Mais peu de gens savent comment naît cette machine énergétique en acier. À l'intérieur d'usines secrètes, où l'air est plus pur que dans un bloc opératoire, la précision ne se mesure pas en millimètres, mais en microns. Ici, on découpe de l'acier plus fin qu'une carte de crédit, on enroule des centaines de mètres de cuivre, et on assemble le tout pour former le cœur vibrant du réseau électrique. Mais il y a un détail sans lequel le transformateur est condamné. Et, curieusement, même les ingénieurs n'en parlent pas. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Les transformateurs sont fabriqués dans des usines spécialisées en électrotechnique. Ce sont d'immenses complexes industriels, où la pureté de l'air est aussi cruciale que la précision au micromètre près. Ces usines sont réparties dans le monde entier, mais certains pays sont leaders: l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud. Ce sont généralement des entreprises à intégration verticale. On y conçoit, on découpe l'acier, on bobine les enroulements, on remplit d'huile et on teste les produits, tout sur un seul et même site. Dans les grandes usines de transformateurs, tout commence au bureau d'études. C'est ici, derrière les écrans d'ordinateur, que les ingénieurs créent le cœur du futur géant. Chaque transformateur est conçu sur mesure, en tenant compte de la tension, de la puissance, des conditions d'exploitation, du climat et même du niveau de pollution de l'air dans la région. C'est un équipement qui doit s'intégrer parfaitement dans un réseau électrique spécifique. Une fois les plans prêts, la production est lancée. Dans la même usine, dans les ateliers adjacents, on commence à préparer les composants. On découpe l'acier au silicium pour le circuit magnétique, on bobine les enroulements en cuivre ou en aluminium pour les systèmes haute et basse tension, on prépare les cuves, les traversées, les systèmes de refroidissement. Avoir tout cela sur un seul site est un avantage énorme, car moins il y a de chaînes d'approvisionnement, moins il y a de risques de retard ou d'erreur. Et aussi, l'équipe est soudée. L'ingénieur qui a conçu le transformateur peut à tout moment se rendre dans l'atelier pour vérifier comment sa machine est assemblée. Le circuit magnétique du transformateur commence avec de l'acier électrique à grains orientés, laminé à froid, un matériau spécial à haute perméabilité magnétique. Il arrive à l'usine sous forme de bobines géantes, semblables à des escargots métalliques pesant plusieurs tonnes. On les déroule avec précaution et on les introduit dans des lignes de refendage longitudinales. La bande d'acier fait 1 mètre de large et seulement 0,35 mm d'épaisseur. C'est plus fin qu'une carte de crédit. Elle passe à travers des rangées de lames rotatives. Les machines la découpent en fines bandes, les futurs pétales du noyau magnétique. C'est crucial. Chaque coupe doit être parfaitement nette, sans bavure ni micro-fissure. Sinon, le circuit magnétique fonctionnera avec des pertes. Une autre nuance, l'orientation des grains. Dans l'acier électrique, les grains sont orientés, ce qui signifie qu'il conduit mieux le champ magnétique le long d'un certain axe. La direction de la coupe doit donc être rigoureusement contrôlée, sinon le transformateur vrombira ou surchauffera. Après la découpe longitudinale, les bandes sont triées et assemblées en paquets. Vient ensuite l'étape de la découpe transversale et du formage des fenêtres et des angles pour l'assemblage du noyau. Une fois que toutes les bandes d'acier sont découpées,
L'assemblage du circuit magnétique commence. C'est l'élément clé qui conduit le champ magnétique variable entre les enroulements du transformateur. Il est assemblé pour former un noyau rectangulaire fermé, avec 2 colonnes verticales et des traverses supérieures et inférieures, appelées culasses. Le processus d'assemblage ressemble à un puzzle géant. Les tôles d'acier sont empilées par couches, en alternant les segments longs et courts pour que les joints ne coïncident pas. Cela réduit les pertes d'énergie, minimise le bruit et confère à la structure sa solidité. Chaque tôle a sa place précise. Des systèmes automatisés veillent à ce que l'ordre ne soit pas perturbé. Il existe 2 méthodes d'assemblage. L'assemblage à fenêtre, où l'on monte d'abord le circuit magnétique comme un cadre avant d'y insérer les enroulements, et l'assemblage à colonne, où les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales avant de monter les culasses. Chaque approche a ses avantages, selon le type de transformateur. Pour rendre la structure aussi dense que possible, les couches sont compactées à l'aide de presses vibrantes. C'est un peu comme du damage, mais en beaucoup plus délicat, car on travaille avec un matériau sensible à la déformation. Ensuite, le tout est serré à l'aide de cadres de pressage, ou de bandages spéciaux qui supportent un poids de plusieurs tonnes. À ce stade, le circuit magnétique ressemble à un rectangle d'acier massif, mais impeccablement assemblé. À l'intérieur, des ouvertures sont prêtes à accueillir les enroulements. Et bien qu'il ne soit pas encore branché, il vit déjà du potentiel de l'énergie future. Les enroulements, ce sont les artères du transformateur par où circule l'électricité. Pour les fabriquer, on utilise du cuivre ou de l'aluminium, des métaux à haute conductivité électrique. Il s'agit souvent d'un fil épais ou même d'un ruban de cuivre pouvant atteindre plusieurs centimètres de large. Tout dépend de la puissance du futur transformateur. Le processus commence par le dévidage du fil depuis des bobines spéciales. Il est acheminé vers des machines à bobiner, des machines de haute précision capables de former des centaines de spires avec une exactitude micrométrique. Le bobinage peut être cylindrique, c'est-à-dire en plusieurs couches circulaires, ou en galette, sous forme de crêpes aplaties. Les ingénieurs calculent à l'avance la forme et le nombre de spires, pour que le transformateur ait les caractéristiques électriques requises. Tension, courant, inductance. Entre chaque couche, on intercale obligatoirement une isolation, en papier, en vernis ou en carton pressé. Le tout est imprégné d'un composé spécial qui, après séchage, se transforme en un revêtement protecteur solide. Une telle structure supporte non seulement des températures élevées, mais aussi des tensions de plusieurs dizaines de milliers de volts. À ce stade, le travail manuel est souvent nécessaire. Par exemple, pour poser les cales, aligner les spires ou souder le début et la fin de l'enroulement. Les opérateurs travaillent avec des gants spéciaux, car la graisse des doigts pourrait abîmer l'isolation. Les enroulements finis ressemblent à de puissants tonneaux de cuivre ou à des sandwichs de fils et d'isolants. On vérifie leur solidité, leur résistance et leur précision, avant de les monter dans le cœur d'acier du transformateur, le circuit magnétique. Après le bobinage des enroulements, on passe à l'assemblage de la partie active du transformateur. C'est comme monter un puzzle électrique géant, où chaque élément doit s'emboîter parfaitement à sa place. Au centre se trouve le circuit magnétique. C'est un sandwich multicouche de fines tôles d'acier qui ont déjà subi la découpe, le polissage et un traitement anti-corrosion. Elles sont assemblées pour former un noyau rectangulaire ou arrondi qui conduit le champ magnétique entre l'enroulement primaire et le secondaire. Les enroulements sont enfilés sur les colonnes verticales du circuit magnétique. Ils peuvent être soulevés par une grue, car chacun pèse des dizaines, voire des centaines de kilogrammes. Entre les enroulements et le circuit magnétique, on laisse des espaces qui seront ensuite comblés par des cales isolantes ou de la résine. Cela protège le transformateur des courts-circuits et des surchauffes. De plus, on ménage dans toute la structure des canaux pour la circulation de l'huile ou de l'air, car le système de refroidissement doit fonctionner impeccablement. Viennent ensuite la soudure des contacts, le montage des isolateurs
et des barres conductrices. Et voilà, le transformateur est presque prêt. Il n'est pas encore emballé dans sa cuve d'huile, mais il est déjà là, en cuivre, en acier, composé de millions de spires et de kilogrammes d'énergie potentielle.